Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, je viens de voir Queer. Et déjà, avant de parler du film, quel début d'année, quelle chance on a d'avoir autant de bons films d'un coup. C'est vraiment des super cadeaux. Et en tout cas, je suis très content d'avoir vu ce film-là. En quelques mots, juste à chaud comme ça, c'est un film vraiment surprenant avec plusieurs couches, plusieurs épaisseurs, plusieurs sens qui peuvent être tirés. Et surtout, c'est encore du bel ouvrage, un bel exercice de style. Et, euh, et du coup, j'ai hâte que tu le vois pour qu'on puisse en parler un peu plus en détail. En allant voir le film, je savais juste que ça s'appelait Queer, qu'il y avait Daniel Craig et que c'était réalisé par Guadagnino, donc celui qui a fait Challengers l'année dernière. Donc j'en savais pas plus. Et donc en voyant le générique, j'ai découvert que c'était adapté de l'œuvre de Burroughs, que je connaissais pour Le Festin nu, qui avait été adapté par Cronenberg. Tout de suite, mon intérêt a augmenté encore plus. Je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il va y avoir, une vibe, surréaliste, psychédélique?» Et ça a pas manqué, même si ça prend son temps pour s'installer, mais c'est bien une dimension qui est présente et je trouve que ça fait vraiment, le charme du film et aussi, toute sa profondeur. Yo, Mister C, écoute, je sors tout juste de la séance là. Je suis encore un peu chamboulé par le film, c'était trop cool. Alors moi, je suis allé voir le film sans rien avoir vu ou lu quoi que ce soit dessus. Donc je savais pas que c'était l'adaptation de Queer de William Burroughs. Je m'en suis aperçu à la fin avec le carton de texte. Voilà, je j'avais pas capté et en voyant ça, je me suis dit: «Mais oui, mais je suis con, pourquoi je l'ai pas vu?» Alors j'ai rien lu de William Burroughs. Je connais quand même le personnage, son histoire, parce que j'ai davantage lu, Jack Kerouac, qui était un de ses amis intimes, avec lequel il a coécrit, des trucs, je crois, mais qui appartient aussi au même, mouvement, littéraire et culturel, qui est la Beat Generation. Donc effectivement, j'ai rien lu de Burroughs, mais c'est vrai que tout au long du film, je reconnaissais mmh, un univers qui se rapproche de ce que j'ai déjà un petit peu lu et entreaperçu, du côté de Kerouac. En fait, moi, pendant le film, je pensais beaucoup à, Au-dessus du volcan de Malcolm Lowry. Alors ça a pas grand-chose à voir, si ce n'est que ça se passe au Mexique et puis il y a un protagoniste, alcoolique qu'on suit tout au long du bouquin. Donc il y avait le côté, hallucinatoire que je retrouvais. Après c'est un livre qui arrive un petit peu avant, la génération de Kerouac et Burroughs. Mais voilà et c'est marrant. Je pensais pas du tout à ça et après à la fin du film, en fait, c'est vrai que tout s'est mis à faire sens. Je savais, comme je te disais, qu'il y avait Daniel Craig, dans le rôle titre. Et Daniel Craig, on le connaît, surtout pour, James Bond, en tout cas le grand public. Mais moi, j'avais vu un film, cette année ou l'année dernière qui s'appelle, The Love with the Devil, qui raconte, comment, le peintre Bacon s'est, entiché d'un amant qui est en fait son cambrioleur, histoire apparemment vraie. Et Daniel Craig jouait, le cambrioleur et donc l'amant de Bacon. J'avais un petit peu en tête qu'il avait, déjà, eu une dimension de rôle queer au cinéma, homosexuel en tout cas. Et c'est un peu avec ce regard-là, cette connaissance-là que j'allais voir Queer de Guadagnino. Et j'ai été assez surpris de voir que ça rejoignait aussi une forme de recherche esthétique qu'il y avait déjà dans The Love with the Devil, qui est donc pas du tout réalisé par Guadagnino, mais qui, comme regardait cette histoire d'amour entre le peintre Bacon et ce voleur, ce petit voyou. Il y avait comme ça une recherche esthétique entre
le poisseux, le fantastique, le macabre, mais aussi, le surréalisme et le psychédélisme. Et toi, du coup, est-ce que, bah, pour, revenir sur, un peu la figure de Daniel Craig, comment tu abordais le film, avant de le voir? Comment tu te projetais dans, cette figure qui a été quand même l'incarnation de la masculinité, hétéro pendant pas mal d'années? Voilà, comment tu as réceptionné, en fait, cette image queer de Daniel Craig? Je trouve que ça fait quelques années quand même que Daniel Craig a opéré un petit virage dans sa carrière. Je pense que, pendant toutes ces années, il était un petit peu engoncé dans son rôle de James Bond et en fait, c'est un acteur assez extraordinaire et je crois qu'il a pu montrer dans ses derniers projets à quel point il pouvait faire preuve de versatilité et qu'il avait envie d'aller vers ce genre de rôle et vers ces personnages, multifacettes, voilà. Je pense déjà avec, les films de Rian Johnson, À couteau tiré et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Glass Onion, quelque chose comme ça. Il y avait déjà cette, volonté un petit peu d'aller ailleurs et d'avoir un personnage, un petit peu plus, intéressant et puis même dans Logan Lucky, tu vois? Je me souviens que le il y avait déjà on sentait déjà cette volonté un petit peu de s'éloigner de l'image qu'il a pu véhiculer tout au long des James Bond. Après, justement, dans les films de Rian Johnson, il me semblait que dans le premier, À couteau tiré, c'est la performance de Daniel Craig où on se dit, «Tiens, il a une personnalité, différente que celle qu'on a l'habitude de voir, il est, assez dandy, mais on n'a pas forcément mmh, voilà, d'avis sur son orientation, sexuelle». Et par contre, dans, Glass Onion, il y a une courte séquence, je crois, où on voit qu'il vit avec un homme, donc il est gay, l'enquêteur, je crois qu'il s'appelle, Leblanc. Et du coup, c'est aussi, quelle est la part, bah, du coup du scénario? Quelle est la part de la direction d'acteur? Quelle est la part de la création du personnage par l'acteur? Je crois, enfin, il me semble qu'aux États-Unis, il y a cette idée que les acteurs ont une plus grande marge de manœuvre pour, leur personnage qu'en Europe. Que c'est vraiment une collaboration plus forte entre, le réalisateur et les acteurs. Surtout pour les rôles, les premiers rôles, quand il y a une star, qui arrive, sur le personnage. Donc ça m'étonnerait pas quand même que cette invention de l'inspecteur, comme, quelqu'un de queer ou de gay, ce soit, quelque chose, voilà, à l'intersection entre Daniel Craig et Rian Johnson dans le premier film, qui ensuite, du coup, a été, mis dans le scénario pour clarifier les choses, dans le deuxième film. Et qu'est-ce que toi, ça te faisait d'avoir vu ce film, donc d'être un peu immergé dans, la psyché, d'un homme, homosexuel, enfin, une certaine psyché bien bien dérangée pour, des questions de psychédéliques, mais quand même, en étant, ben, pas homo, voilà, plutôt hétéro, qu'est-ce que ça te fait en tant que spectateur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, comme le thème principal, que tu as vu comme quelque chose de loin de toi? Pour ma part, je ne sais pas si je définirais les choses de manière aussi figée, parce que tu vois, pour le coup, quand j'étais ado, j'étais très fan du cinéma de Gus Van Sant et pour moi, Gus Van Sant, c'est un cinéaste qui a beaucoup contribué au cinéma queer et donc je vois le cinéma comme une opportunité de se projeter dans, des, incarnations ou dans des expériences, beaucoup plus fluides. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur, les nouvelles expériences de Daniel Craig au cinéma. C'est un peu étrange, mais quand on tape, Daniel Craig dans Google, en tout cas là, quand je suis en train de le faire, je tombe sur pas mal d'articles, qui titrent, «Le coming out cinématographique», et je trouve que c'est très étrange de d'essayer de percevoir comme ça une sorte de révélation sur la personne, sur l'humain derrière le rôle, alors que ou apparemment, Daniel Craig est hétéro, mais il y a cette idée qu'il faudrait faire correspondre en fait, l'image, le fantasme et la réalité, et je pense que ce qui est très fort en fait avec, l'incarnation de Daniel Craig dans tous ses rôles et celui-là en particulier dans Queer, c'est que je pense qu'il est à 100 dans le personnage le temps du film, mais qu'après il est peut-être une autre personne
et ça peut-être ça contribue encore plus à troubler la question de l'expression de genre, de dire, bah, en fait, il y a pas une sorte d'essentialisation, possible entre, cette personne est comme ça et c'est sûr que ça se voit au premier coup d'œil. Non, en fait, il nous montre, je pense, par, son talent d'acteur que, c'est pas ça qui définit une personne du tout, et que, voilà, la vie ou, les prédispositions, peuvent t'amener, dans une direction ou une autre. Enfin, je trouve qu'il parle vachement de fluidité, de l'expression de genre par ce rôle, en disant, «Je suis quelqu'un, dans la vraie vie et à l'écran, je peux être quelqu'un d'autre». Et je pense qu'il y a rien de plus, universel que la question du désir, peu importe son orientation sexuelle ou son expression de genre. Donc rentrer dans un film de Guadagnino, c'est un petit peu, faire une expérience de fluidité, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ouais, je pense que c'est, expérimenter, une certaine forme de fluidité. Parce que là encore, ça rejoint ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire qu'on commence par, une quête, de désir, une quête, sexuelle, à travers cette, fascination pour ce jeune homme. Et puis le film avance et on aboutit à une introspection beaucoup plus, psychédélique et spirituelle. Donc voilà, donc on part du désir pour arriver sur quelque chose de plus introspectif. En fait, ce film décrit un passage, d'ailleurs, il est question de passage à un moment donné dans le film, puisque les protagonistes vont au cinéma et je crois qu'ils assistent à une projection de Orphée de Cocteau, si je me trompe pas. Et dans cette séquence, on voit le personnage qui passe à travers un miroir et le miroir, se transforme en une espèce de fluide qu'on peut traverser comme on traverserait un mur liquide. Donc encore une fois, beaucoup question de fluide dans tout ce que ça peut, impliquer, heu, à la fois, dans son aspect, très physique, matériel, mais aussi, spirituel avec une forme de plasticité. Pendant la première partie du film, il y a quelque chose que tu as remarqué, très vite aussi, je pense, un le choix de représenter presque des mouvements fantomatiques en surimpression pour, bah, montrer, les pensées, du personnage, ce qu'il souhaite, toucher et ce qu'il ne s'autorise pas à toucher, heu, peut-être de peur de créer, du malaise. Mais, j'ai trouvé que cette image en soi, elle était vraiment, une belle métaphore du désir. Une idée très simple et très visuelle et elle prend tout son sens dans ce climax, dans cette scène, dans cette chorégraphie, des corps à la fin, hem, où à ce moment-là, elle se déploie totalement et elle peut, s'exprimer entièrement, visuellement parlant. C'est comme si l'effet visuel était, sous forme de germes, de petites touches tout au long du film et que dans cette séquence psychédélique, il pouvait enfin se déployer et s'exprimer entièrement. J'ai été, assez étonné au début du film des mouvements des personnages, notamment du jeune homme qui est l'objet de désir de Daniel Craig, heu, où j'avais l'impression de gestes, ben, un un peu un peu un peu artificiels, des gestes qui semblaient pas totalement naturels, mais qui effectivement, donnent tout de suite, un attrait au personnage, une fascination. On se demande: «Mais tiens, pourquoi, il a, mis son verre, sur son genou à ce moment-là? Pourquoi, il a fait, ce signe de la main?» Et je crois que là, il y avait aussi déjà de la danse alors qu'on n'était pas, clairement dans une scène chorégraphiée. Mais, c'était aussi assez joli de voir, la séduction et le désir s'exprimer par des choses qui sont pas sexuelles à proprement dites, mais, qui sont, bah, quand même du langage du corps. Moi, c'est ce que je trouve fascinant dans le film, c'est ce passage de la recherche du désir à la question de l'incarnation au monde. Et puis c'est aussi comme ça que j'ai lu toute cette, ce rapport à la drogue et à l'alcool. Alors certes, c'est aussi ce qui permet l'apparition des visions
qui vont nous guider à travers le récit et puis nous donner un petit peu des clés de lecture, symboliques, voilà. Mais c'est surtout un moyen de s'annihiler, de ouais, d'annihiler, son corps et puis son esprit, hem, alors que c'est dans la rencontre de ce désir que passe, l'incarnation au monde. Et puis il est arrivé en fait à, matérialiser cette idée de cette incarnation, voilà, à travers ce désir, à travers cette rencontre de ces 2 corps qui se traversent. C'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est visuellement représenter cette idée d'incarnation, de rentrer dans la chair. Peut-être je vais un peu vite, mais en t'écoutant raconter, ce grand mouvement, du passage du désir à l'incarnation, je me demandais ce que tu avais compris de la fin du film. Parce que je trouve que c'est assez, mystérieux, symbolique, ça m'a pas, déplu en tant que tel, mais voilà, je me demandais si tu avais, du coup, retiré une interprétation en particulier de cette fin? C'est toujours compliqué de proposer une interprétation de ce genre de fin, parce qu'il y a un enchaînement de symboles et on a la sensation de pas forcément avoir, toutes les clés pour, décoder ce qui ressemble à un ultime message. Bon, faut prévenir que dans ces derniers vocaux, on va pas mal spoiler, donc voilà. Dans une de ces scènes, de fin, on voit Lee qui regarde à travers, un décor miniature, d'hôtel qui représente cet hôtel où il logeait, au début du film. D'ailleurs, tout au long, du voyage, on voit les personnages qui, naviguent plusieurs fois à travers des décors, extérieurs qui sont en fait des décors miniatures, des décors artificiels comme pour, suggérer, une déambulation à travers, des espaces mentaux, en fait, des espaces de projection et hem et donc c'est le cas, dans cette scène où il observe à travers une fenêtre, de cet hôtel. Il est d'ailleurs, il est gigantesque et puis l'hôtel paraît tout petit et à travers cette fenêtre qui regarde, qui rappelle là encore, qui rappelle, cette idée de regarder à travers un miroir. Il se regarde, lui-même qui entre dans ce qui était, sa chambre, hem et là, il fait face à Lurton qui est assis sur une chaise, qui l'attend, qui l'observe et Lee sort son revolver et le tue d'une balle. Bon, je pense qu'il faut préciser que cette scène, c'est un rappel à un événement réel de la vie de William Burroughs, qui a assassiné sa femme, de la même manière. Donc voilà, déjà je pense, c'était pas mal de préciser ça. Moi, je le vois comme, un motif symbolique qui vient, annoncer la fin de l'expérience initiatique. En fait, cette, fin surréaliste, elle renvoie à une résolution psychanalytique, en fait. L'introspection étant achevée, Lee peut mettre un terme à ce désir, à cette fascination qu'il avait pour ce jeune homme. Après, je pense qu'il faut également souligner le caractère pas intentionnel de ce coup de revolver, puisque effectivement, Allerton place un verre, sur sa tête et Lee vise ce verre et donc il loupe le tir, qui tue accidentellement, Allerton. Donc voilà, donc il y a peut-être cette idée aussi là de l'acte manqué, qui renvoie, à sa consommation d'alcool, enfin qui pourrait renvoyer à sa consommation d'alcool, voilà, qu'il associe peut-être à, l'échec de cette relation. Pour moi, c'est ça, il revient parmi les queers, mais il revient en ayant fait l'expérience, de l'incarnation au monde. Donc je sais pas, il répétait souvent, «Je ne suis pas queer, je suis, désincarné». Bah, peut-être que maintenant, il pourrait dire: «Je suis queer et incarné». Enfin voilà, j'en sais rien. D'ailleurs cette séquence se termine, dans un sentiment un petit peu doux amer. Donc voilà, je sais pas comment tu l'as vécu, comment tu l'interprètes? Moi, à la fin du film, j'ai pensé, à 2001 Odyssée de l'espace
parce que j'y avais pensé au début, même si au début je comprenais pas pourquoi. Mais quand on voit les voiles de lumière, de couleurs chatoyantes au début du film, je m'étais dit, tiens, ça ressemble vachement à la dernière séquence dans 2001 Odyssée de l'espace, quand l'astronaute traverse l'espace-temps jusqu'à rencontrer cette intelligence suprême à l'autre bout de l'univers. Et à la fin, en revoyant du coup ces lumières-là, je me dis que ça fait comme un cycle et que c'est assez cohérent avec peut-être l'idée d'une fin d'incarnation, d'une fin de vie et d'une sorte de vision hallucinée au bord de la mort. En fait, on revoit sa vie, les choses les plus importantes de sa vie défiler, mais pas forcément dans le bon ordre et pas forcément avec le sens qui était présent lorsqu'on on l'a vécu. Et c'est un peu tout simplement comme ça que je l'ai ressenti aussi parce qu'il y a ce vieil homme à la fin qui est dans la chambre d'hôtel et qui se couche en tremblant et qui finit par s'arrêter de trembler. C'est suggéré qu'il passe de l'autre côté. Tu vois, étrangement, j'avais complètement, effacé cette dernière séquence où on voit Lee, beaucoup plus vieux qui s'allonge, sur le lit de la chambre d'hôtel. Hem, donc c'est marrant et effectivement le parallèle avec, 2001 est assez pertinent. Je pense que ça fait sens avec, d'abord la chute, dans l'espace et puis ensuite l'enchaînement des séquences, psychédéliques, voilà, pour aboutir, à une espèce de confrontation avec, avec ses expériences passées. Là où j'ai trouvé qu'il y avait une rencontre intéressante entre le psychédélisme et la question de l'homosexualité, c'était, juste après, leur trip justement, où, la docteure, la biologiste un peu chamane sur les bords qui leur fait ce trip, leur dit, «Mais vous avez ouvert une porte, la plupart, d'entre nous, c'est juste, un prélude à des choses, plus incroyables encore, mais alors vous, la première fois, c'était tellement incroyable qu'il faut que vous continuiez, il faut que vous restiez». Heu et on voit que là, il y a à la fois, Lee, joué par Daniel Craig, qui, plie ses affaires, qui dit, «Non, non, c'est bon, faut que je rentre, je suis attendu» et son amant qui, lui, à la fois, je pense, choqué par ce qu'il vient de vivre comme expérience. Il se pose des questions et en même temps, il est tenté un peu d'être dans le déni. D'ailleurs, il avait dit, dans l'espèce d'hallucination qu'il n'était pas gay, reprenant la phrase, de, de Lee qui disait: «Je ne suis pas, queer, je suis, évanescent, désincarné», comme tu l'as bien, mémorisé. Et en même temps, alors que peut-être il doute de sa sexualité, de son orientation sexuelle, la chamane slash, biologiste, elle lui dit: «En fait, tu ouvert une porte, ce serait quand même, bête de détourner les yeux et de pas regarder». Et je trouvais que ça faisait vraiment écho à la métaphore, du placard, en fait, pour les gays, d'être, dans le placard, de sortir du placard. Et c'était intéressant parce que du coup, ça faisait comme un dialogue entre une dynamique de coming in, c'est-à-dire, réaliser, sa sexualité et une dynamique, presque, de coming out aussi, de dire, voilà: «Est-ce que je suis capable de le dire au monde, de me présenter comme tel?» Le fait de le faire par une sorte de séance, psychédélique, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, juste après, ils sont dans la jungle, et là, le jeune homme boit, à sa bouteille. Daniel Craig entend un bruit, de branches qui craquent, se retourne et quand il essaye de voir où est passé, le jeune homme, il a complètement disparu. Et je trouve que là, le film rentre vraiment dans un mélange. On ne sait plus la temporalité. Il y a cette séquence où Daniel Craig flotte dans l'espace avant de tomber sur une plage. Là, on va plus savoir, ce qui est l'ordre voilà, de la réalité, et de l'hallucination. Et donc je redis un peu tous ces éléments parce que peut-être ensemble, ils racontent quelque chose quand même de la fin et du sens du film. Heu, je dis ça au sens où on sent quand même qu'il essaye, le réalisateur, de lier expérience psychédélique et hem, expérience, sensible, coming in, coming out, comment mieux comprendre qui on est. Et il y a aussi cette idée que peut-être,
Daniel Craig et son amant ne sont qu'une seule et même personne. Peut-être que ce qu'il cherche finalement, Daniel Craig, donc le personnage Lee, c'est se comprendre mieux lui-même. Et que c'est peut-être cette part-là qu'en fait il essaye de repousser et de fuir et de cacher. Et du coup, ben, la dernière séquence que tu as bien racontée, d'hallucination, peut-être que c'est une sorte aussi de psychose, quoi, de dégâts psychiques liés au fait d'avoir caché cette part-là. Donc voilà, on peut à la fois le voir comme quelqu'un qui a raté une histoire d'amour ou quelqu'un qui a carrément refusé d'assumer une part de son identité. Que tu développes sur la notion de double, avec d'un côté Allerton comme la version plus jeune de William Burroughs et celle incarnée par Daniel Craig comme étant la plus âgée. C'est pour ça que plus haut je développais, l'idée d'alter ego. C'est l'idée de cette confrontation de 2 faces, parcellaires qui ensemble, et bien se complètent et donc trouvent une forme d'incarnation. Et donc ouais, c'est totalement ça. Moi, j'aime bien ce que tu développes avec, cette idée de coming in, coming out. Bon, Aurélien, il est temps de conclure. Qu'est-ce que t'en penses? S'il fallait conclure, je dirais d'abord que le film m'a laissé un petit peu, anesthésié, à la sortie. Ce que tu as ressenti devant, The Brutalist, bah, moi, pour le coup, j'ai l'impression de l'avoir un peu ressenti, à l'issue de Queer. C'est-à-dire que j'avais, cette sensation d'être, complètement chamboulé, marqué et d'une bonne manière, hein, par le film. Mais derrière, complètement incapable, d'intellectualiser quoi que ce soit ou de produire un discours dessus. J'ai reçu le film, de manière purement sensorielle et je me suis laissé guider par ce trip, mais derrière compliqué de le commenter. Et puis après, c'est, en discutant avec toi, en développant certains points que j'ai réussi à mettre le doigt, et surtout de mettre les mots sur des trucs que j'avais ressentis. J'ai trouvé la mise en scène, assez incroyable, flamboyante, la photo magnifique et donc elle aide à vraiment, nous porter comme ça dans ce récit. Ce qui m'a d'abord marqué aussi, c'est, l'utilisation de pas mal de morceaux de Nirvana. Moi, je suis un grand fan de Nirvana, donc déjà dès, le générique, il y a une reprise de All Apologies qui est géniale. Et puis ensuite, on a, la première séquence où Lee rencontre, Allerton. À ce moment-là, il y a Come As You Are et là, bon, voilà, c'est cette utilisation de ce morceau-là, ça fait vraiment sens dans ce film et il y a une forme d'illumination qui se passe, ou en tout cas hem, un moment un petit peu d'épiphanie et voilà, je trouvais cette, association de la bande son avec, la mise en scène, les mouvements de caméra, la lumière et cetera, vraiment magistral. Puis bon, comme je t'ai dit, je suis pas un spécialiste de William Burroughs, hein, j'ai rien lu de lui, mais de ce que j'ai compris de son style littéraire et de ses préoccupations, j'ai la sensation que Guadagnino, c'était un petit peu le réalisateur parfait pour adapter son œuvre, puisque c'est à la fois le cinéaste du désir, extrêmement charnel. Ils nous ont fait la démonstration, plusieurs fois dans le film et il y a notamment 2 scènes de sexe qui sont absolument géniales et qui tranchent, totalement avec, les représentations hétéronormées qu'on a l'habitude de voir et en même temps, il arrive à composer des visions, psychédéliques absolument hallucinantes. Parce que c'est un formaliste, absolument génial. Il arrive à créer des séquences psychédéliques toujours visuellement stimulantes, avec des idées de cinéma qui font toujours avancer le récit, ça déborde toujours dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est génial à regarder, quoi. Comme tu l'as dit au début de nos échanges, on enchaîne les grands films et à chaque fois dans des registres un petit peu différents. Donc c'est génial, je trouve qu'on a beaucoup de chance, c'est hyper stimulant et pour ma part, c'était une porte d'entrée sur le cinéma de Guadagnino, donc ça me donne envie de me replonger sur sa filmo et puis d'en voir d'autres. Je pense qu'il y a à la fois une réflexion sur ben, qu'est-ce que c'est que
d'être homosexuel et le film, en parle assez bien, même si moi je suis hétéro. Mais, je pense qu'au-delà de ça, ça parle de qu'est-ce que c'est que d'être queer et donc c'est un peu dans un sens un peu plus large peut-être, qui est, qu'est-ce que c'est que d'être bizarre? Qu'est-ce que c'est que d'être à côté un peu de ses pompes en permanence? Qu'est-ce que c'est que de peut-être survoler le monde, sans trop savoir comment s'y ancrer? Quelle expérience du monde on a? Est-ce que c'est une expérience, très rationnelle et on essaye un peu de fitter le moule ou est-ce que, on se voit comme marginal à tous les sens du terme, pas que juste par rapport à son orientation sexuelle? Et je me suis dit que le réalisateur, finalement, il pouvait peut-être être intéressé par cette histoire, pas uniquement pour la question de l'histoire d'amour homosexuel et de la question du désir, mais aussi pour cette question de comment on s'identifie quand on est une personnage presque, bah, neurodivergente peut-être. Mais, en tout cas, je me suis dit que si, c'était juste la dimension, gay, qui l'intéressait dans cette histoire, il se serait contenté de faire, Call Me by Your Name et pas, du coup, de faire ce film qui clairement a des dimensions, beaucoup plus expérimentales dans la forme, mais qui dans le fond aussi raconte quelque chose de, bah, de très, singulier sur, l'expérience au monde comme, c'est l'expérience de nous les bizarres.